Patrice Gélinet. Bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une histoire des monstres. J'ai vu des raisonneurs, des philosophes et des militaires trembler la nuit au bruit d'une feuille morte. Pour la même raison qui rend le peuple superstitieux. L'ignorance des choses qui nous environnent et de ce qui se passe autour de nous. Jean-Jacques Rousseau. Ans d'histoire. Depuis les chimères, les gorgones, les cyclopes et autres dragons de l'Antiquité, les monstres ont toujours peuplé nos cauchemars, issus de notre imagination, tantôt hommes, tantôt bêtes, vivant de préférence la nuit dans des cavernes, des cimetières, au centre de la Terre ou au plus profond des océans. Ils viennent de l'envers d'un monde qui n'existerait pourtant pas sans eux. Sans le mal qu'ils incarnent, il n'y aurait plus de bien, sans le diable, plus de Dieu, sans leur nuit, plus de jour, sans leur laideur, plus de beauté, et sans les monstres de leur mythologie, les Grecs n'auraient pas inventé les héros. Ceux de nos hommes qui ne furent pas victimes du monstre du marais ont tous péri pétrifiés par la méduse. Comme mon pauvre frère Alcée. Oui, je sais. Les monstres rendent Argos invincible, hélas. La tête de Méduse, la gorgone, un seul regard de la tête de Méduse, même morte, change aussitôt toutes les créatures en pierre, aussi colossales et puissantes qu'elles soient. Si les yeux de Méduse, même après sa mort, changent en pierre toutes les créatures, que peut faire le sang de Méduse? Son sang est un poison terrifiant. Cherche Méduse. Elle est sur l'île de la mort, qui se trouve à la limite extrême des enfers. Je suis Persée, le fils de Danaé, le légitime roi d'Argos. J'en appelle à mon peuple aujourd'hui. Habitants d'Argos, prenez vos armes et suivez-moi dans la forêt. Martial et Caroline Lafont, bonjour. Bonjour. Alors c'était un des monstres les plus célèbres de l'Antiquité, Méduse, qui sera terrassée, on le sait, par Persée, un des très nombreux monstres, comme on en trouve dans votre livre, qui vient d'être publié aux éditions La Martinière, Monstres. Alors ceux qui espèrent avoir peur en vous lisant sont aussi peut-être, seront peut-être un peu déçus, parce que les monstres, vous avez plutôt tendance à les démystifier, vous nous expliquez pourquoi, comment ils sont nés de notre imagination et pas de la réalité, et puis surtout vous nous rappelez qu'ils ont existé dans toutes les civilisations et depuis toujours. La méduse, on vient de l'entendre, elle date de l'Antiquité. Martine Lafont. Oui, depuis toujours, et j'allais dire depuis l'origine de l'humanité, puisqu'il a bien fallu que les hommes trouvent des explications, non seulement à leur propre origine, c'est l'énigme originelle, d'où vient-on, et finalement aussi l'énigme de la fin, pourquoi meurt-on. Donc tout ça fait aussi qu'on va chercher à se représenter l'univers, soi-même dans l'univers, et soi-même par rapport aux autres. Donc les monstres surgissent de toutes ces réalités-là, qu'il faut, j'allais dire, ordonner pour comprendre effectivement le sens des cataclysmes naturels et de la maladie, de la mort et bien entendu de l'éruption de l'étranger. Et cela partout, depuis très longtemps, vous venez de le dire, mais partout dans des civilisations très différentes, qui sont sans contact entre elles, on a partout inventé des monstres au fond. C'est vraiment quelque chose d'universel, la monstruosité ou la représentation. Universel, oui. Quel que soit, j'allais dire, le petit coin du monde où on est, où on commence justement à chercher comment on peut se représenter tout ça, les monstres sont là comme une tentative d'explication du devenir, des changements, de ce dont on a peur, de l'inconnu. Et il n'y a pas une culture qui échappe à la représentation des monstres. Et partout, presque partout, parce que c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Là, on a entendu évoquer la méduse, on pourrait parler d'autres monstres, des ogres, etc., de la civilisation occidentale, mais dans votre livre, vous évoquez beaucoup de monstres inventés, imaginés en Asie, en Amérique précolombienne, en Afrique. Partout, ils ont quand même des points communs. Par exemple, presque tous incarnent au fond le mal.
Ils incarnent le mal, et puis surtout, ils sont très proches de la mort, et ils sont aussi proches du maître des enfers, de celui qui va régner sur tout un monde souterrain, etc. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même des catégories de monstres, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, on est dans des coins de la Terre complètement différents et on va retrouver des géants, des nains, des cyclopes. Et alors que finalement... Des dragons, par oui, exemple, des dragons, et des bêtes hybrides. Et finalement, on peut aussi se demander si l'imaginaire a tant de ça de possibilités de représentation. Mais justement, voilà, ils ne viennent pas justement uniquement de notre imagination, ils peuvent être des hommes ou des femmes qui ne sont pas tout à fait comme les autres, comme ceux d'ailleurs que l'on exhibait il n'y a pas encore si longtemps dans de véritables zoos humains. Cette exhibition est dégradante pour ceux qui la regardent. Pour cette malheureuse créature. Oh, mais c'est un monstre. Regardez, mes amis. L'homme éléphant. Je ne suis pas un éléphant. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Je suis un homme. Et c'était un extrait du très beau film de David Lynch, Elephant Man, l'homme éléphant, que l'on montrait autrefois dans des foires, qui était considéré comme un monstre. Vous en citez d'autres d'ailleurs qui sont en fait des êtres humains mais qui ne sont pas comme les autres. Vous citez les frères ou les sœurs siamois par exemple. Et aussi beaucoup vous évoquez les albinos qui ont toujours intrigué et même inquiété et fait peur dans beaucoup de civilisations. Oui, toute anomalité, toute anormalité, toute différence dans le corps fait que tout d'un coup on peut être possédé par un monstre ou le fils d'un monstre ou engendré par le diable, etc. Donc l'albinisme, qui était une maladie de la mélanine, de la peau, etc., elle venait d'un mythe bien plus lointain, puisqu'on pensait que le dieu Pharaon, pour les Bambara du Mali, avait lutté contre le dieu Téliko et il avait finalement absorbé la chair de son ennemi. C'était constitué, si vous voulez, de la partie jusqu'à l'abdomen de la chair de son ennemi qui était albinos. Donc finalement, on va avoir peur des albinos parce qu'ils représentent ce combat primordial entre deux êtres différents, et puis aussi parce que on a l'impression qu'en transgressant des interdits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'accoupler au moment en plein jour. Oui, parce que ce qu'on croyait en Afrique, c'est qu'ils étaient issus d'un accouplement en plein jour. Oui, en plein jour, et qui était l'heure de Pharaon, donc qui était du dieu qu'il vénérait. Donc effectivement, tout cela faisait qu'on avait transgressé des interdits et que cette anomalie physique ne pouvait être qu'une monstruosité. Donc on pensait même que si on mélangeait, il y avait beaucoup de sacrifices d'albinos parce qu'on pensait que ça allait redonner de la force à Pharaon et que ça serait bon pour l'ensemble de la population. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on s'interrogeait sur la naissance des albinos. Vous citez par exemple un médecin danois de la Renaissance qui était persuadé que que la naissance des albinos était liée au passage d'une comète. En fait, et c'est ce qu'on entendait dans le petit extrait de Rousseau que j'ai lu tout à l'heure, ça vient de l'ignorance, au fond, les monstres. Les monstres, c'est l'explication de ce que l'on ne comprend pas. Oui, ça vient bien sûr de l'ignorance, mais surtout par rapport j'allais dire aussi, à une idée qu'on peut se faire de la perfection du corps humain. Est-ce qu'il y aurait un corps humain sans blessures, sans cicatrices, etc., sans taches? Et donc, du coup, tout ce qui sort de la norme que l'on s'est soi-même défini, c'est-à-dire socialement défini, religieusement défini, par une autorité quelconque, eh bien, tout ce qui sort de la norme, effectivement, fait peur et on peut avoir une espèce de défiance, de suspicion par rapport à des individus. Bon, si vous êtes trop beau aussi, la laideur, effectivement, est une caractéristique du monstre, mais si la trop grande beauté aussi, c'est pas tout à fait normal d'être trop beau. Donc si vous avez les yeux trop rapprochés, sous les sourcils, bon, voilà. Donc tout ce qui fait différence en fait serait d'origine diabolique au fond. Cela dit, les monstres qui incarnent le plus souvent le mal ne sont pas toujours des diables. Il y a des dieux qui sont des monstres, comme le dieu des Aztèques que découvraient les Espagnols au XVIe siècle. Éminence, je crois que vous n'avez jamais fait le voyage aux Nouvelles-Indes. Non. Pour que, cependant, vous puissiez vous faire une idée de leur art,
J'ai fait venir de là-bas une de leurs idoles en pierre sculptée. Enlevez la bâche. Il s'agit d'un dieu qu'ils appellent le serpent à plumes. Quetzalcoatl. Et ils l'adorent? Oui. Voici les monstres devant lesquels ils se prosternent. Devant lesquels les prêtres ouvraient la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau en pierre et y plongeaient la main pour arracher leur cœur saignant. En effet, très laid. C'est affreux. C'est réellement repoussant. Et c'était un extrait du film La controverse de Valladolid, des Espagnols découvrant un dieu des Aztèques, le serpent à plumes, Quetzalcoatl, qui était, je crois, à la fois un serpent, un oiseau et un jaguar, un animal imaginaire comme le sont beaucoup de monstres. Là aussi, dans toutes les civilisations, quand le monstre n'est pas un homme qui n'est pas normal, comme un albinos, etc., il est représenté sous la forme d'un animal, Martine Lafont. Oui, c'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est un composé de plusieurs animaux. Parce que, justement, il intègre la force du jaguar, qui lui représente les forces souterraines. Le serpent représente les forces de la terre. Et l'animal, et l'oiseau, bien sûr, les forces de l'air. Donc, le dieu représente tout ça à la fois. Donc, c'est lui qui va gérer l'harmonie entre ces trois puissances. Et donc, voilà pourquoi il tient sa puissance de la bestialité. Mais c'est pas une bestialité sauvage, violente, etc. C'est une animalité, comme dans d'autres cultures, on va retrouver un grand ancêtre animal à l'origine des tribus, parce que là, effectivement, il joue pas le rôle de monstre avec des forces négatives, mais au contraire positif. Il va permettre effectivement de s'intégrer des forces bénéfiques et des pouvoirs qui sont liés aux animaux eux-mêmes. Donc, et là encore, on trouve ça partout, hein, vous le rappelez, parce que des monstres à forme d'animaux mélangés ou à forme à moitié humaine, moitié animale, il y en a d'autres. Il y a les sphinx, par exemple, le sphinx égyptien, le sphinx grec. Et c'est pareil, le sphinx égyptien qui est censé avoir une tête de pharaon, finalement, et un corps de lion, parce que la fertilité du Nil au moment des crues était au moment des constellations du lion. Donc c'était au solstice d'été, et effectivement, quand on connaît la force symbolique, on comprend mieux qu'est-ce que c'est que ce monstre, pourquoi il est composite comme ça de façon hybride. Oui, il a une force bénéfique. Et il y en a beaucoup d'autres encore en Asie. Vous citez un certain Vajimulka, tête de cheval, c'est ça, un peu l'inverse des centaures. Et puis il y a eu aussi, par exemple au Moyen-Âge, une grande curiosité. On se disait, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui sont composées effectivement de choses très différentes, un crapaud et un coq pour le basilic, un âne et un taureau pour l'ono-centaure. Donc on a une espèce de curiosité pour des espèces qui se croiseraient comme si on les greffait entre elles. Et puis ça nous vient quand même d'assez loin, parce qu'on pensait quand même chez les Grecs, chez Empédocle, que les éléments qui formaient les corps se réunissaient par hasard. Donc là aussi, il y a un hasard avec des choses complètement différentes. Oui, parce qu'il dérange l'ordre du monde. Oui, complètement, il dérange l'ordre du monde. Et un ordre qui s'appuie souvent sur la dualité, vous le dites, c'est la vie, la mort, le jour, la nuit, le haut, le bas, la droite, la gauche, dualité aussi des membres ou de certains organes qui vont par deux, comme par exemple l'œil unique. Alors justement, c'est ça qui en fait un monstre, il n'a pas deux yeux mais un seul œil, l'œil unique du cyclope que rencontrait Ulysse sur le chemin d'Ithaque. Qu'est-ce que c'est que ces voleurs? Ils nous traitent de voleurs. Nous, les Grecs, qui rentrons après avoir pillé Troie. Non, Ulysse, non! Ulysse, on t'approche pas! Bienvenue à vous. Je suis Polyphème, fils de Neptune. Le fils de Neptune! Nous sommes perdus! Non! Non! Ne mangez pas! Mais comme ils sont coriaces, ces Grecs, que leur chair est fade. Et Polyphème, c'était un monstre célèbre, le cyclope auquel Ulysse a crevé son œil unique. L'œil, c'est toujours très important dans la morphologie des monstres, partout d'ailleurs, Martine Lafont, vous le rappelez. Oui, parce que leur regard, déjà, est suspect. Et puis, on peut effectivement être un cyclope et n'avoir qu'un seul œil, et on a pensé aussi que c'était la représentation des volcans, des cratères, etc. Mais on peut en avoir trois, comme la déesse Shiva, qui va avoir, on dit que
l'œil droit, l'œil gauche représente le passé et le futur, et que l'œil central, le troisième œil, finalement fait un lien entre ces deux formes du temps et représente la conscience et aussi, paraît-il, l'œil du cœur. Donc c'est vrai que si on a un attribut en moins ou en plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc il y a aussi quelque chose qui dérange l'ordre du monde. Donc voilà, on se retrouve dans le regard qui peut être meurtrier, pétrifiant, et on peut s'en servir aussi effectivement pour déstabiliser les gens. Donc. Dans le cas de Shiva, il s'agit d'un monstre bénéfique puisque c'est une déesse. Oui, hein. oui. C'est le cas aussi, autre exemple de la présence importante d'un œil, c'est chez les Égyptiens avec Horus qui avait perdu l'autre œil, un de ses deux yeux en luttant contre Seth. Et lui aussi, c'était un dieu. Il y a le mauvais œil en revanche. Le mauvais œil, voilà, dont on a très peur et dont on essaye de se protéger avec nombre de talismans. Et c'est vrai que la façon dont on regarde l'autre, fait que c'est sur ce regard-là qu'on va être jugé. C'est un regard qui juge. Et donc, si ce regard est insistant, on va prendre peur. Donc, on va se dire qui est en face de moi. C'est le face-à-face, en fait, qui fait peur. Hein. C'est l'œil qui était dans la tombe et qui regarde quelqu'un. Mais cette œil était divin. Autre caractéristique quand même de Polyphème, du Cyclope, c'est que c'était un géant, comme beaucoup de monstres le sont. C'est ceux qui font plus peur. D'ailleurs, les nains, il y en a des monstres. Oui, les nains, bon, finalement, ils sont plutôt bénéfiques, même s'il y a pas mal de peuples miniatures qui vivent sous la terre. Les nains, malgré tout, sont bien acceptés par l'ensemble des populations. Mais les géants, évidemment, représentent les forces brutales, déchaînées, etc. Et Polyphème en particulier, puisque on a l'impression que c'est un berger avec ses brebis et ses moutons, etc., qui fabrique des fromages. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'il mange, du moins il mange comme un barbare, puisqu'il ne mange pas comme les Grecs du blé. Il va manger de la chair humaine. Ouais. Donc, voilà. Beaucoup de monstres sont des croque-mitaines, oui, c'est le tabou par excellence. Quel est donc dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, sur des cailloux. C'est le grand Lusticru qui passe, c'est le grand Lusticru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Et c'était Florel, 1934, le grand Lustucru, qui était sûrement un ogre, Martine Lafont. Alors ça traduit, vous le dites, c'est très important aussi, de façon générale, c'est les orifices, dont la bouche évidemment. Vous dites que chez les monstres, le monstre exprime toujours un fantasme des orifices, et particulièrement de la bouche, justement. Oui, la bouche, parce qu'effectivement elle dévore, mais aussi parce qu'on pense que les monstres se tiennent à l'ouverture de la bouche des hommes pour leur voler leur âme. Donc il y a une espèce de renvoi, c'est-à-dire que le monstre est un déchiqueteur, un avaleur, un dévoreur, etc. Mais en même temps, il se tient proche de notre bouche, donc les hommes vont se protéger des monstres et vont protéger tous leurs orifices, parce que c'est par les oreilles, par le nez, par la bouche et par les orifices naturels qu'ils vont pénétrer dans le corps pour le posséder. Mais eux aussi sont représentés par cette grande bouche dévoreuse, avec des crocs d'animaux, sanguinolentes, etc. Parce que, qu'y a-t-il de pire que d'être mangé, que de dévorer et de finir de cette mort absolument terrible. Donc, et puis on le disait, c'est que le grand tabou, c'est de manger cru ou manger de la chair humaine. Donc le monstre ne peut manger que de la chair humaine. Vous citez même un monstre, parce que c'est ça qui est passionnant dans ce livre,
le répète, j'ai découvert des tas de monstres totalement ignorés, un monstre de civilisation précolombienne, par exemple un monstre, le dieu des Indiens, Wintus, en Amérique du Sud, qui n'était qu'une bouche. Hein. Et vous expliquez pourquoi. C'est une jeune fille qui se blesse le doigt, elle saigne, elle se suce le doigt, puis elle mange sa main, puis elle mange l'autre main, puis elle mange ses jambes, elle n'est plus qu'une tête avec une bouche énorme, et alors elle dévore ensuite tous les habitants de son village, voilà, avant d'être mangée elle-même par un esturgeon. Vraiment, hein, on mange beaucoup. Hein, parce que finalement chez nous aussi, si on ne mange pas, on meurt. Donc on est toujours obligé de remplir cette bouche. Parce qu'on est obligé de la nourrir, sinon c'est la mort. Donc il y a ce phénomène, effectivement, j'allais dire d'automutilation, d'anthropophagie, on se mange soi-même à un moment donné, parce que finalement, si on arrête de manger, on meurt. Oh, il y a quand même d'autres orifices, évidemment, sans doute. Vous citiez l'oreille, par exemple. Il y a une très belle reproduction d'un tableau de Bosch où l'on voit une oreille monstrueuse au milieu du tableau. Pourquoi l'oreille est-elle l'oreille, les Africains ont une très belle un très beau symbole à propos de l'oreille, c'est qu'ils pensent qu'effectivement la parole malfaisante rentre par l'oreille. D'où le port de boucles d'oreilles indispensable pour éviter, pour éviter que les mauvais esprits rentrent dans l'oreille. Et ça, je trouve que c'est très bien expliqué. On a peur de ça finalement, parce que la parole est aussi destructrice que n'importe quoi. Donc, si les esprits malfaisants rentrent par la parole malfaisante, eh bien, il faut s'en protéger. Il y a aussi le sexe des femmes. Le sexe des femmes, évidemment. Hein, les femmes ont toujours été redoutées. Et il y a toujours cette idée, cette histoire mythologique que le sexe de la femme est denté et donc est castrateur. Et il y a un mythe indien qui dit que justement pour éviter, les hommes ont peur de la femme et pour éviter d'être castrés, ils envoient Coyote et Coyote a un bâton de lave et va effectivement dormir avec la femme et le lendemain il arrive avec des dents et maintenant les hommes indiens portent des dents autour du cou et on sait pourquoi. Oui, parce que jusqu'à présent, Martine Lafont, on a surtout parlé de monstres qui étaient plutôt des hommes, des femmes aussi, il y a des femmes qui sont aussi des monstres, mais alors au lieu de repousser les hommes par leur laideur, par leur odeur, parce que je remarque que tous vos monstres aussi, ils ont une drôle d'odeur, et ils ont une couleur aussi d'ailleurs. Vous dites c'est plutôt le noir ou le vert, hein. Le vert, le noir et le rouge. Hein, le vert, alors qu'en Asie par exemple, le vert est plutôt une couleur bénéfique. Chez nous, en Occident, le vert c'est plutôt la putréfaction, etc. Donc le vert est absolument une couleur maléfique. On essaie, enfin c'est au moins la couleur des monstres, et quand on arrive à les blesser, on s'aperçoit que leur sang est vert. Hein. Bon, le rouge parce que c'est la couleur du sang, mais aussi c'est la couleur du feu et du monde infernal. Et puis le noir parce que c'est la couleur de ténèbres. Donc voilà. Alors c'est pas les couleurs des femmes, je suppose, parce que au lieu de repousser les hommes, au contraire elles les séduisent, au contraire par leur beauté ou par leur chant, comme celui des sirènes que rencontrait Ulysse après avoir crevé l'œil du cyclope. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. On dirait que sur les flots, il y a des centaines de fleurs fanées. Quel silence. Regarde! Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons! Ne restons pas là, Ulysse. Ne perdons pas de temps. Vite! De la cire, tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. Attachement aux mains. Ouais. Écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez pas. Mais que veux-tu faire? Je veux écouter leur chant. Tu deviens fou. Attachement aux mains. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Regardez devant vous! Vers le sol. Regardez devant vous et ramez! Alors les monstres, on vient de l'entendre, c'est aussi des femmes, hein, comme ces sirènes, les femmes dont qui effectivement figurent un peu dans le panthéon des monstres et qui ont toujours suscité la peur. Vous citez par exemple, c'est surtout dans la religion, vous citez par exemple Saint Jérôme qui disait: si des femmes ont des rapports pendant leurs règles, si elles s'accouplent avec un animal, si elles ont des désirs licencieux en imagination pendant leur grossesse, elles enfanteront des monstres. Oui, il y a tout cet interdit qui était un interdit biblique, hein, c'est que effectivement les femmes ne doivent pas avoir de rapports sexuels pendant leur menstruation. Donc si elles le font, encore une fois, il y a la vieille notion, il y a la vieille idée que c'est
parce que Ève a transgressé un interdit, et parfois même les filles d'Ève ont transgressé un interdit d'Adam qui leur avait interdit de manger des plantes maléfiques pendant qu'elles attendaient des enfants, elles l'ont fait. Donc on a l'impression qu'il y a la perpétuation d'une transgression qui fait que la femme, effectivement, peut enfanter des monstres si elle n'est pas elle-même un monstre. Donc on en a peur. C'est vrai qu'on a peur des sirènes parce que c'est à la fois l'attirance, la séduction et en même temps la répulsion, parce que Ulysse voit bien que sur leur rocher, il y a des squelettes, il y a des cadavres, etc. en décomposition. Donc, mais elles lui promettent quelque chose, elles lui promettent la connaissance du passé. Elles lui disent, tu veux effectivement savoir ce qui s'est passé à Troie, et ben nous on va te le révéler. Et savoir exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la vérité des choses et des faits, eh bien oui, c'est très séduisant. Donc les sirènes vont l'attirer vers ça, vers cette connaissance. Les sorcières aussi qui séduisent. Oui, bien sûr, hein, toutes les sorcières, les ogresses, les mères possessives, surtout au Maghreb, je crois. Il y a une ogresse qu'on appelle la mère des petits-enfants, hein, et en fait c'est une mauvaise mère. Voilà. Tout ça, écoutez, il y a beaucoup de choses encore à dire, nous en parlerons demain, hein, sur la vie des monstres, le lieu où ils habitent, la façon de s'en débarrasser, les raisons de la peur qu'ils suscitent aussi, et puis leur disparition progressive. Nous en parlerons donc demain avec vous, mais en attendant on peut lire votre livre, Martine Lafont, qui est aussi écrit avec votre fille Caroline, un très beau livre, Les monstres, l'imaginaire de la peur à travers les cultures, qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Vous êtes également l'auteur, avec Caroline Lafont, toujours, du livre Les médecines d'ailleurs, également publié aux éditions de La Martinière. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Percé l'invincible, d'Alberto Martino, Le choc des titans, de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner, Elephant Man, de David Lynch, disponible en DVD chez Studio Canal, La controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Verreg, également en DVD chez Warner, et enfin Ulysse, de Mario Camerini, avec Kirk Douglas et Sylvana Mangano. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à ceux qui étaient aux manettes, les vampires, Alain Anstram et Philippe Jurado, les